Vous êtes sur Radio Sans Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Oui, Vincianisme 58. Dans cette tisane philo d'aujourd'hui, en compagnie de Jean-Luc Ardit et la technique, je vais vous raconter le récit qui me traverse depuis plus de 50 ans, que j'intitule « Aimer, comprendre, agir sans ressentiment ». Un esprit anarchiste sans animosité. Je sais pertinemment qu'un récit est souvent consolateur, mais je suis lucide. C'est aussi une illusion, je sais, mais une illusion qui m'a tenu au chaud tout au long de ma vie, qui m'a servi de cabane, de refuge. L'homo narrativus, comme expliqué dans le vincianisme précédent, doit bien entendu continuer à raconter et à se raconter des histoires, mais ne devrait pas trop se prendre au sérieux. Notre vie se rigidifie du fait qu'elle prend ses croyances comme des vérités, des étiquettes, des drapeaux, des protocoles consolateurs, des accoutumances rassurantes, l'usure menaçante de la routine. Pascal Bruckner analyse avec brio les deux grandes idéologies qui sont à l'œuvre dans nos sociétés occidentales, le déclinisme et le catastrophisme. Il dresse l'archéologie de cette mentalité du renoncement enfermé chez soi, dans ses pantoufles et son peignoir, son smartphone, ordi ou tablette. De mon côté, je vous propose un temps animé par l'esprit anarchiste et malgré la complication croissante de la vie, d'entrevoir encore et toujours la possibilité renouvelée de l'engagement politique, persévérer dans son être individuel mais aussi collectif, retrouver la détermination, la ténacité et s'ouvrir à une vision devenue complexe du possible, des possibles. Mais je dois clarifier d'emblée que je ne partage pas la perspective tyrannique du grand soir. C'est l'endemain qui chante et qui nous berce d'illusions absurdes et violentes. Mais restons ici et maintenant. Retrouvons cet enthousiasme tempéré mais déterminé, résistant dans la durée. L'enthousiasme trop exubérant, je vous remercie de vous référer à la chanson de Georges Brassens, « Mourons pour des idées, d'accord, mais des morlantes, d'accord, mais des morlantes. » Oui, je disais, l'enthousiasme débouche souvent sur le fanatisme. Cet aspect sécurisé interdit aux intrus cette désolation d'esprit fragile qui cherche des coupables au lieu de solutions. Une société d'équité, l'équité et l'égalité, bien que souvent utilisées de manière interchangeable, visent à des objectifs différents. L'égalité se concentre sur un traitement uniforme pour tous, tandis que l'équité tient compte des besoins individuels pour assurer un traitement plus juste. Mais aussi d'adelphité. Ces mots recouvrent à la fois les notions de fraternité et de sororité. Cette société peine à naître. En un mot, nous vivons encore dans un monde hostile. Dans chaque ville, dans chaque village, chaque hameau, nous devrions placer sur la place principale un baromètre public qui marque le degré d'entente entre les citoyens. De cette façon, on éviterait l'apparition brusque et soudaine de la discorde. Cette phrase, c'est de José Ortega y Gasset, le philosophe espagnol. En attendant, j'aimerais vous proposer de vous décrire mon engagement que je nomme encore anarchiste, construit depuis des dizaines d'années sans ressentiment, et lorsque je me trouve en territoire inamical et menaçant, je prends même la liberté et la possibilité de fuir. Et là, je me profite du livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Éloge de la fuite » de Henri Laborie. Je profite d'un kit de réserve et de secours situé dans cette partie de l'esprit non encore contaminée par la propagande de cette fabrique du consentement et sa sœur jumelle, la manipulation de masse. Pour éviter les récompenses manipulatrices, le dressage, je propose de diminuer l'écart entre le principe de plaisir et le principe de réalité afin que la gratification nécessaire à l'animal humain soit issue de la vie elle-même, simplement comme elle se présente, et non d'un conformisme étroit et aveugle
d'une mentalité toute grégaire et sujette au suivisme. Vivre de son désir, éviter les stimulus nociceptifs, c'est-à-dire les stimulations qui causent la douleur et la frustration, éviter ainsi les dealers de la peur. Je complète cette réflexion avec une citation de Michel de Montaigne. « Toute ma vie, j'ai eu peur de dangers qui ne se sont jamais produits. Le monde est un immense orphelinat au regard des sentiments intimes. » Dans Loin de moi de Clément Rosset, la connaissance de soi est à la fois inutile et inappétissante. Qui souvent s'examine n'avance guère dans la connaissance de lui-même. Et moins on se connaît, mieux on se porte. Oui, ça va un peu à la rencontre de beaucoup de choses qui se portent aujourd'hui dans les pensées communes. Et pour compliquer la chose, dans Je et tu de Martine Buber, il montre, sans doute pour la première fois avec une telle force, combien les relations entre personnes, les relations je-tu donc, sont irréductibles aux relations que nous avons avec le monde je-cela. Un défi s'offre à nous, celui de connaître les voyages des autres et le sien. Au fond, l'esprit anarchiste est pour moi le couteau suisse de l'engagement politique. Et pour éviter une mauvaise interprétation, très répandue, l'anarchie n'est pas une anomie. L'anomie, c'est une absence de règles sociétales, d'organisation, de lois ou de disparition de valeurs communes à un groupe. Non, ce n'est pas cette absence. Donc, l'anarchie n'est pas une anomie. L'idée selon laquelle l'anarchie mène nécessairement à l'anomie est d'ailleurs injustement répandue. L'anarchie, ce n'est pas d'avoir aucune règle, c'est de n'avoir aucun maître qui vous contraint à obéir à des règles non consenties. C'est plutôt les sociétés très hiérarchisées qui créent le chaos, plutôt que l'ordre. L'anarchie propose l'établissement d'un ordre collectif le plus juste et le plus équitable possible. L'ordre moins le pouvoir, représenté par le symbole traditionnel de l'anarchie, le A cerclé. A pour anarchie et donc A pour anarchie et O pour ordre. Pour la faire courte, je crois que vous avez compris, je suis pour une anarchie sans dogme, un état d'esprit et non un programme. Je suis non-violent et clairement antimilitariste, malgré les délires géostratégiques et géopolitiques actuels. Mais tout se complique. Il faut beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, disait Nietzsche. Et, contrairement à ce qui a été dit plus haut, le terme d'anomie et l'absence de règles sociétales apparaît pour la première fois sous la plume du philosophe Jean-Marie Guyot dans son livre qui s'appelle « Une esquisse du moral sans obligation ni sanction ». C'est un livre de 1885. L'anomie est créatrice de formes nouvelles de relations humaines, d'autonomie qui ne sont pas celles d'une référence à des normes constituées, mais ouvertes sur une créativité possible. Elle incite l'individu à des sociabilités jusqu'à la inconnue et que la création artistique est la manifestation la plus forte. Et Gaston Bachelard, en suivant, considère l'imaginaire comme le moteur de la nouveauté. Le vocable fondamental qui correspond à l'imagination, c'est l'imaginaire. Grâce à l'imaginaire, l'imagination est essentiellement ouverte. Elle est dans le psychisme humain l'expérience même de l'ouverture, l'expérience même de la nouveauté. À titre d'exemple, les œuvres d'art brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, des marginaux retranchés dans une position d'esprit rebelle ou imperméables aux normes et valeurs collectives, qui créent sans ne se préoccuper ni de la critique du public, ni du regard d'autrui. Je rebois un peu un verre d'eau, parce que sinon c'est non écoutable. Probablement, l'être humain crée sans arrêt un autre monde par l'imaginaire qui est sa forme constitutive et primordiale. Il crée non ex nihilo, à partir de rien, mais ex aliquo, à partir de quelque part. C'est pourquoi je suis anarcho-spinozien et poète. Personne n'est parfait. Mais venons à la première phrase de ce petit essai provisoire où j'affirme que j'ai construit et je continue à construire un anarchisme sans ressentiment et forcément individualiste,
mais prêt à descendre dans la rue au cas où le peuple se trouve en joie insurrectionnelle de grande envergure. À mon sens, il est nécessaire d'analyser le ressentiment, ce mécontentement sourd qui gangrène l'existence, la rumination victimaire et identitaire, la paranoïa. L'entraide est un facteur essentiel de la survie des sociétés humaines. Le célèbre géographe et anarchiste russe Pierre Kropotkin, qui est né en 1842 et mort en 1921, décrit avec précision les nombreuses associations formelles ou informelles qui jalonnent l'histoire et la vie des Européens de son époque. Très actuel, cet extrait d'un ouvrage publié en 1906 dénonce la supercherie d'une idéologie fondée sur la compétition et la concurrence entre tous. Je me souviens d'une citation de Margaret Mead, anthropologue. Reste à savoir si Margaret Mead a réellement dit cela ou s'il s'agit du fruit de l'imagination d'un étudiant, mais peu importe. Un étudiant a demandé un jour à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. L'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle de crochets, de bols en argile ou de pierres à aiguiser, mais non. Mead a dit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri. Mead a expliqué que dans le reste du règne animal, si vous vous cassez la jambe, vous mourrez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous nourrir. Vous devenez de la viande fraîche pour les prédateurs. Aucun animal ne survit à une patte cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Aider quelqu'un à traverser des difficultés est le point de départ de la civilisation, a expliqué Mead. La civilisation est une aide communautaire. Élargissons notre capacité d'entraide et ne laissons pas les passions tristes se mettre à travers de notre chemin. Atteindre le cœur et ouvrir ce centre de vie. Comme on ouvre grandes les fenêtres à son réveil, une énergie, une joie de vivre qui ne peuvent s'offrir dans un système, la vie a besoin de simplicité, d'intuition et non d'un système rigide de raison simplificatrice. Il y a une fatigue de l'intelligence abstraite qui est la plus effrayante des fatigues. Elle n'est pas aussi lourde que la fatigue corporelle, ni aussi agitée que la fatigue de la connaissance émotionnelle. C'est un poids de la conscience du monde, une incapacité à respirer avec l'âme. Et ça, c'est de Fernando Pessoa. Une grande partie de notre humanité semble s'apercevoir que pour avoir trop pétri la terre à nos menus plaisirs, elle en a perdu l'amitié. C'est à partir de cette dernière constatation que je ressens la possible renaissance de l'engagement politique et qu'une certaine partie de la jeunesse, par sa persévérance d'être, son désir d'une bonne vie, pourrait passer à l'action dans les années à venir. Elle devient plus perspicace et sensible et quitte le secours néfaste de superstition et d'aucun tour de force, de passe-passe et d'escamotage. Je continue à enquêter sur les obstacles à une possible bonne vie comme le besoin d'identité, d'appartenance et le fonctionnement humain qui pousse à éteindre les cœurs et éteindre la commune joie de vivre, la banalité du mal évoquée par Hannah Arendt. Je poursuis. Le premier défaut de série de l'être humain est son terreau paranoïaque. Fragile à l'infection psychique, au ressentiment, à l'amertume, et c'est de Carl Gustav Jung. En bref, toutes ces idées, identité, sécurité qui affirment que le mal ce n'est pas nous, c'est les autres. La démence est rare chez les individus, elle est la règle en revanche dans un groupe, un parti, un peuple, une époque. Je ne veux pas parler ici des véritables formes individuelles de paranoïa délirante qui sont plus rares que les autres maladies psychiatriques. On estime d'ailleurs leur fréquence inférieure à 0,03%, mais de l'infection psychique, celle qui peut contaminer tout le monde et fait perdre le sens de la mesure.
Ce n'est que le plus ancien des mécanismes de défense psychique qui consiste à chercher systématiquement les origines des maux autour de nous et pas au fond de nous. Les hommes ont besoin de pointer du doigt des boucs émissaires. Les mauvaises informations et la mauvaise politique se chargent du reste. La méfiance s'auto-alimente en circuit fermé. Éloigner la différence et éventuellement l'anéantir. Voilà le but de la phobie paranoïaque. Dans l'histoire ancienne et plus particulièrement récente, la contamination de masse a fonctionné et fonctionne comme un immense amplificateur de comportements destructifs et de haine. Ces comportements dans nos civilisations complexes deviennent de nouvelles menaces, être marginalisés, exploités ou trompés sur le plan social, économique, culturel et vital. Nos sœurs et nos frères humains se croient en mesure de remédier à leur solitude en trouvant des souffres-douleurs, des réprouvés, des maudits, des victimes à bien plaire, des têtes de Turcs. Il faut signaler que la maladie collective que nous venons de décrire utilise en effet la tactique de l'attaque préventive. Le mal, pour eux, est aux avant-postes avant même de se révéler. Et un autre défaut, un deuxième, donc un défaut de série des êtres humains et leurs relations, tout aussi paranoïaques, pleins de ressentiment et d'envie, se confrontent avec le passé et le futur. Oublier, c'est aussi devenir ahistorique. Chez Platon, l'oubli était un scandale moral et philosophique que la maïotique, méthode qui permet grâce au dialogue à un esprit d'accoucher des vérités des mots cachés, cherchait à réparer. Au contraire, l'histoire au niveau des peuples entrave leur liberté à créer. L'histoire n'est pas, comme le veut Hegel dans La raison dans l'histoire ou Marx dans le manifeste, un principe d'unité, mais un poids commun, un pesanteur collective empêchant les peuples de se déterminer eux-mêmes. Le sens ne s'hérite pas, il s'invente, tant au niveau collectif qu'individuel. C'est la leçon de la philosophie de Nietzsche qui fait de l'oubli le pivot du bonheur. Dans un ouvrage intitulé « L'oubli et ses vertus », Simon Daniel Kipman va à contre-courant de l'hypermnésie culpabilisatrice. Selon lui, l'oubli est naturel, c'est un mécanisme de défense contre l'angoisse et qui permet la résilience. Alors pourquoi réveiller les angoisses du passé? Le présent et l'avenir ne sont-ils pas suffisamment anxiogènes? Pourquoi devrait-on sans cesse ressaser les malheurs? Dans quel but? Pourquoi endosser la douleur des autres? Oublier, c'est avancer. Ressasser, c'est se condamner à l'immobilisme. Oublier qu'on a perdu un des siens, c'est injuste, certes, mais on n'est pas obligé d'en souffrir toute sa vie et de rester enchaîné à cette souffrance. L'oubli est une force positive. L'oubli permet de désencombrer l'esprit du trop-plein des négativités. Il ouvre une porte sur le présent. L'oubli est un mécanisme psychique constant et massif. Il nous empêche d'encombrer notre mémoire forcément limitée, il libère la pensée, il favorise l'innovation et stimule la curiosité. Comme le disait le poète et chanteur Claude Nougaro, il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu. Je suis pour la raison, mais rééduqué par l'oubli et l'imagination. Ce nettoyage du passé et d'un futur trop encombrant permet finalement d'être au bon moment et au bon endroit, dans un état d'éveil afin de vivre au mieux. Et le troisième défaut de série, c'est l'arrogance de penser que sa vision couvre l'entièreté de la réalité, la proposant comme la vérité et en l'imposant aux autres par la contrainte, l'autoritarisme. Je ne vois pas pourquoi un être humain doit obéir ou commander. La relation dominant-dominé, bourreau-victime est aussi une façon de laisser à l'extérieur de nous les commandes de nous-mêmes. Il est pourtant naturel d'avoir des leaders dans un groupe informel, car la personne qui l'exerce tient de la reconnaissance de ses attitudes, connaissances et compétences, et de rien d'autre, ni règlement, ni structure explicite. Dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley décrit ce que serait la dictature parfaite. Une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader.
un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. La manipulation est difficile à identifier parce que son procédé aboutit à activer une ou plusieurs règles implicites régissant les rapports sociaux ou des dispositions plutôt naturelles telles que la culpabilité, la tendance à douter de soi, etc. Pour être libre, il s'agit de mettre fin à toutes sortes de manipulations corollaires de l'autoritarisme, de la contrainte et de l'imposition de vérité quelconque, fabriquées dans le terreau de l'ignorance et du dogme. Et le quatrième et dernier défaut de série, toujours de structure paranoïaque et du ressentiment, est contemporain. Est celui de notre relation numérique avec ces fameux algorithmes, intelligence artificielle, qui à l'extérieur de nous connaissent mieux que nous-mêmes et vont ainsi diriger notre vie. S'il paraît que Dieu est mort et que Karl Marx est malade et que moi je ne me sens pas très bien, c'est pourquoi nous pouvons tous nous poser comme question, est-ce l'intelligence artificielle le Dieu des prochaines années de l'humanité? Ce serait une entité totalement inédite de tout ce qu'on a pu voir évoluer sur Terre depuis l'apparition de la vie. Depuis 4 milliards d'années, le vivant relevait du royaume organique. L'intelligence artificielle pourrait devenir la première entité non organique de l'histoire du monde, et si elle devenait plus puissante et plus intelligente que les hommes, ma foi, elle nous remplacerait comme force dominante. Il faut tout de même signaler que les êtres humains, les girafes, les virus sont aussi des algorithmes. Ils sont différents des ordinateurs, dans le sens où ce sont des algorithmes biochimiques qui ont évolué au gré de la sélection naturelle sur des millions d'années. Mais le problème est qu'actuellement, les algorithmes deviennent des armes de destruction mathématique. Les algorithmes sont des modèles, un ensemble d'opinions insérées dans un système mathématique. Dire qu'un modèle fonctionne ou pas est également une affaire d'opinion. Et là, vous êtes les bienvenus dans le côté obscur du Big Data. Peut-être notre esprit s'invente-t-il en permanence, tel un grand improvisateur qui génère nos idées, nos motivations et nos pensées dans le moment présent. La réalité n'est pas telle qu'elle nous paraît, de plus en plus complexe. C'est pourquoi j'ai décidé de dérouler tout simplement la pelote de ma pensée. Nécessité créative à la place de liberté, équité à la place d'égalité et adelphité à la place de fraternité. Pour l'instant, je suis obligé de monologuer et je vais vous demander pardon pour les contresens et les manques que je vais nécessairement commettre. Je partage cette émission radiophonique comme une initiative de co-émancipation et de co-pédagogie populaire. Le principal combat dans une société si complexe reste de lutter contre l'ignorance, la sienne, puis celle des autres, et par la compréhension des éléments principaux de libération d'un système inique et cruel. Pour l'instant, la lutte anticapitaliste économique frontale n'est pas réalisable, mais nous pouvons créer des organisations alternatives équitables et selon moi surtout dans l'éducation populaire, en particulier les pauvres, les paysans et les ouvriers, sans oublier toute personne intéressée, sans exclusion aucune. Comme je l'ai déjà dit au début de ce texte, je suis toujours anarchiste, ou mieux anarcho-spinozien. Je construis depuis des dizaines d'années sans ressentiment, et lorsque je me trouve en territoire hostile, je prends même la liberté et la possibilité de fuir. Toujours ce magnifique livre à lire qui s'intitule « Éloge de la fuite » de Henri Laborie. Pour conclure très momentanément, je partage avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, une traduction et une adaptation du texte original en italien de Peppino Impastato. Et là, on est en train de s'approcher de la fin. Alors, Impastato nous dit, mais sans doute aussi, si on apprenait la beauté, on nous fournirait une arme contre la résignation, la peur, le silence et la solitude. On s'habitue à l'existence d'immeubles affreux avec toute leur misère, par des opérations spéculatives, car nous n'avons pas le courage de maîtriser collectivement le sol. On pose les rideaux aux fenêtres, les plantes au rebord de la fenêtre, et on oublie vite à quoi ressemblaient ces lieux d'abord, et par le simple fait qu'il en est ainsi,
il semble tristement devoir en être ainsi toujours et à jamais. C'est pourquoi il faut nous co-éduquer à la beauté pour que nous vivions le plus rarement possible dans l'habitude et la résignation, mais dans la curiosité et l'émerveillement. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.